2017 marquera l'avènement de la Troisième République en Côte d'Ivoire avec un exécutif rénové, un président, un vice-président et un Premier ministre. Des changements sont également à noter au sein du pouvoir législatif puisqu'il existe désormais un Sénat. Mais en ce début d'année, Michel Galli en retiendra surtout la mutinerie au sein de l'armée ivoirienne, des événements qui se sont déjà déroulés dans le pays en 1999 mais également en 2014. Quelle lecture faites-vous de ce nouveau mécontentement ? Oui, comme vous l'avez dit, la mutinerie récente ou les mutineries enchaînées, plus des mouvements sociaux, tout un enchaînement de mécontentements, ça rappelle fortement les événements de 1999, la chute d'Henri Konan Bédié, la prise de pouvoir par le général Guéhi, en tout cas par les militaires. Et c'est assez symptomatique, comme dans d'autres pays d'Afrique, d'un dysfonctionnement profond. Et tous les changements un peu cosmétiques, législatifs, constitutionnels, semblent de peu de poids devant l'armée. L'armée qui a, ou les milices, puisque c'est les héritiers des forces nouvelles, la rébellion anti-Gbagbo, c'est au fond le pouvoir réel. Mais au fond, est-ce qu'il ne coexiste pas au sein de cette armée ivoirienne trois armées? L'armée qui est républicaine, qui est proche d'Alassane Ouattara, mais également tous les ex-Comzones. Est-ce que le malaise ne vient pas justement de ce manque de cohésion? En fait, je serai un peu provocateur sur ce plan. À un sens, comme depuis Houphouët, il n'y a pas d'armée ivoirienne, parce que c'est les forces françaises et l'ONUCI qui sont les forces militaires réelles. Alors, il y a une cohabitation de plusieurs corps. Les ex-FDS, l'armée régulière du temps de Laurent Gbagbo, qui est toujours là, avec la gendarmerie et la police, qui sont désarmés, ce qui est un cas très particulier. Et les ex-rebelles des forces nouvelles, maintenant ceux qui s'insurgent en quelque sorte à Bouaké et ailleurs, et qui veulent leur prime, entre guillemets, de rébellion, ce qu'ils appellent leur prime Ecomog, 5 millions de CFA, tout de suite, qu'ils ont augmenté jusqu'à 11 millions, plus 1 million par mois pendant 6 mois, plus une villa. Voilà. Donc, il y a cohabitation. Des exigences sur lesquelles le gouvernement a cédé. A cédé, oui, voilà. À l'époque révolutionnaire, sous Napoléon, on disait qu'on peut tout faire avec les baïonnettes sauf s'asseoir dessus. C'est un peu les constatations qu'a fait le régime Ouattara. C'est que, au fond, c'est l'armée qui l'a créée, mais en même temps, lui ne peut rien faire contre cette armée, fût-ce-t-il à l'origine des miliciens, peut-être certains qui sont venus du Sahel, comme du Burkina ou du Mali, ou des déclassés. Il y a une sociologie très particulière qui font que les anciens rebelles, au fond, sont peu disposés, de par leur sociologie, à s'intégrer dans une armée régulière. Ils sont pratiquement analphabètes, sans formation militaire. Donc, au fond, c'est eux qui ont le pouvoir, mais c'est en quelque sorte le pouvoir toujours de la rue, en ce qui concerne les villes, ou des barrages, ou des mutineries. Au fond, comme si depuis 5 ans, l'histoire s'était arrêtée. Mais ces revendications sont-elles politiques ou corporatistes? Pour le moment, elles sont effectivement corporatistes, très individualistes, et en même temps, ces mutins ont l'impression depuis 5 ans de s'être paupérisés, en tout cas de ne pas avoir obtenu leur fameuse prime Ecomog, leur récompense pour avoir aidé Ouattara et Guillaume Soro, qui était un peu le chef de guerre, le maître de guerre de Ouattara, à, au fond, arriver au pouvoir. Mais qui tire les ficelles derrière tout ça? Alors là, on peut se poser la question. Il y a, comme disent les Ivoiriens, une concomitance entre la rébellion, la mutinerie et l'élection du président de l'Assemblée nationale, donc de Guillaume Soro, qui vient d'être réélu, mais il était question de le mettre un peu sur la touche, d'autant que la justice internationale, la Cour pénale internationale le réclame. Parce que Soro, selon vous, est toujours l'homme fort des forces nouvelles? Sans doute, via les Comzones que vous avez cités, le fameux Ouattaou ou d'autres, qui étaient au fond des sortes de petits chefs de guerre, d'ailleurs assez sanglants, et qui raquetaient leur zone au profit de la rébellion, car ils tenaient les 2 tiers du pays, et que Laurent Gbagbo, avec l'armée officielle, avait au fond la Côte d'Ivoire utile, le Sud. Alassane Ouattara a annoncé récemment qu'il ne se représenterait pas en 2020. Est-ce que la guerre de succession n'est pas déjà ouverte? Ah, tout à fait. Alors, il a effectivement mis un vice-premier ministre, mais hors d'âge, d'un canca blanc, Gon Coulibaly, qui représente au fond le Grand Nord, c'est une grande famille du Nord, qui est Premier ministre, et puis Guillaume Soro, dont on vient de parler. Donc ça fait beaucoup de candidats qui pourtant, au moment des diverses élections, que ce soit pour la Constitution législative, n'ont réussi qu'à mobiliser qu'environ 15% de la population, ce qui est quand même très faible.
Mais cet exécutif tricéphale clarifie-t-il la succession demain? Certainement pas. Les observateurs extérieurs se font justement beaucoup de soucis. Tout le monde sait que le régime ne tient que par l'aide militaire économique française, hein, qui, via les institutions comme l'Union africaine, la CEDEAO, etc., conforte un peu le pouvoir de Ouattara, à tel point qu'on dit qu'Alassane Ouattara a demandé à François Hollande une garde rapprochée française, une garde militaire pour le mois de janvier, qui lui a été pour le moment refusée. À la suite de ces mécontentements au sein de l'armée, on a également observé des mouvements au sein de la fonction publique, grève des fonctionnaires, grève des étudiants. Est-ce que le gouvernement a les moyens de gérer, de satisfaire les exigences de cette fronde sociale? Alors, entre les deux, il y a un enchaînement de mutineries, puisqu'effectivement, c'est d'abord les ex-rebelles de Bouaké et ailleurs qui se sont soulevés, puis ensuite les ex-FDS, l'armée au fond officielle, puis ensuite la gendarmerie, la police, et puis des corps habillés, comme on dit là-bas, divers et variés, comme les eaux et forêts, etc., qui veulent des primes, etc., plus le mouvement syndical, effectivement, notamment des fonctionnaires, mais aussi des étudiants et des élèves. Ça fait une coalescence en quelque sorte de revendications qui pour le moment ne se traduisent pas directement vers une issue politique. Hein. Par exemple, on peut passer à une transition, qu'elle soit militaire ou civile, mais qui quand même... Même si on a entendu un opposant, notamment Afin Guessan, parler d'un gouvernement d'union nationale. Effectivement, alors Afin Guessan qui est coincé un peu entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et de Sangaré, qui a la majorité des troupes, et puis lui, avec ses 3 députés, il se cherche une raison de vivre. Dans un cas de transition civile, c'est sans doute une petite bouffée d'oxygène pour le régime. Mais c'est lui le premier qui a parlé dans la mouvance du régime de transition. Pour autant, même si on pense à une transition militaire, on ne voit pas au fond, de sauveurs militaires. Mais après tout... D'hommes providentiels. D'hommes providentiels. Au temps de Guéhi, comme vous le savez, c'est les petits militaires de base qui se sont révoltés, qui ont été le chercher. Lui non plus n'était pas là au départ. Alors, la nouvelle législature est marquée également par l'arrivée, le retour plutôt du Front populaire ivoirien au sein du Parlement, mais c'est la mouvance d'Afin Guessan et non pas celle de Laurent Gbagbo. Est-ce un signe pour la réconciliation nationale? Bon, alors si on regarde les chiffres, Afin Guessan a eu 9% des 15% de participation. Après, on l'appelle Monsieur 1%, donc je ne vois pas son importance politique. Alors, grâce à l'appui du régime, il garde le sigle. Il a effectivement 3 députés, mais l'abstention du Front populaire ivoirien de Gbagbo et Sangaré fait que, pour le moment, le régime est en manque d'assises au fond politique. Il y a une sorte d'apparence législative, constitutionnelle, et puis les réalités sont ailleurs. Jusqu'ici, Michel Galli, le FPI avait exigé la libération de Laurent Gbagbo pour revenir dans le jeu politique. Elle s'est faite sans cette libération. Alors, le FPI d'Afin Guessan, effectivement, mais le FPI de Laurent Gbagbo et de Sangaré tient à la libération non seulement de Laurent Gbagbo, mais des 350 prisonniers politiques, sans parler des 200 disparus qu'a recensé Amnesty International. La difficulté, c'est qu'il faudrait soit que le procès de la Cour pénale internationale se termine rapidement, et ça fait déjà 5 ans, soit qu'une décision du Conseil de sécurité arrête un peu les frais et trouve une issue politique à la situation ivoirienne. On a vu au cours de ces dernières législatives l'apparition de plusieurs indépendants qui n'étaient ni adoubés par le RDR d'Alassane Ouattara ni par le PDCI d'Henri Konan Bédié. Quelle lecture faites-vous de cette désaffection au sein de ces partis traditionnels? Alors, ces indépendants, ils sont peu, mais en quelque sorte symboliques, notamment Yasmina Ouénien à Cocody, la riche commune du centre-ville, qui s'est présentée, qui a été la mouvance PDCI, contre le PDCI d'Henri Konan Bédié et qui a été élue contre Afissatou Bamba, qui était ministre et ancienne porte-parole du gouvernement. Alors, c'est effectivement un événement nouveau. Peuvent-ils jouer un rôle, en quelque sorte, dans une transition possible ? Ils ont acquis une forte popularité, mais plutôt à l'extérieur du régime qu'à l'intérieur. Au moment de la réconciliation entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, il a été longuement question d'une réconciliation politique des deux partis, le RDR et le PDCI, un parti rénové. Où en est-on aujourd'hui? Vous faites allusion à une éventuelle fusion dans un nouveau parti. Je pense que pour le moment, il n'en est pas question.
D'abord, il y a quand même des rancœurs, hein. Le RHDP, c'est une création quand même de la diplomatie française à l'époque de Laurent Gbagbo. Il y a un côté toujours artificiel. Mais pour le moment, je pense qu'on va vers la coexistence de deux partis, avec chacun sa base, au fond, un nico régional, plutôt que vers une fusion. Michel Galli, merci. Merci à vous.